Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Manon Tivierge de chez Ozeleux. Ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi pour animer cette seconde partie du colloque sur les réorganisations d'entreprises et transactions commerciales. On a un après-midi intéressant mais chargé, alors on va commencer tout de suite. La première présentation, c'est sur la position de l'Agence du revenu du Canada, qui a été modifiée en novembre dernier, sur la notion de revenu protégé. Pour présenter la position de l'Agence, nous avons premièrement M. Marc Séguin. Marc est comptable et il est titulaire d'une maîtrise en fiscalité. Il travaille à la division des réorganisations de la direction des décisions en impôts de l'ARC depuis janvier 2013, à titre de spécialiste secteur de l'industrie. Auparavant, Marc a travaillé dans différentes firmes comptables et en industrie et il enseigne au programme de maîtrise en fiscalité au HEC. Avec lui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Simon Lemieux, qui est avocat et également titulaire d'une maîtrise en fiscalité. Il a été admis au barreau en 2006 et il occupe le poste d'agent principal des décisions pour l'Agence du revenu du Canada. Simon a été avocat en litige fiscal au sein d'un grand cabinet avant de se joindre à l'ARC et il a été chargé de cours en fiscalité des sociétés à l'Université Bishop. Pour cette présentation, nous ne prendrons pas de questions. Toutefois, après la présentation des gens de l'ARC, Maître Martin Legault et Jean-François Thuot vont se joindre à moi ici pour commenter les positions de l'ARC. Alors, je laisse la parole à Marc et Simon. Merci. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir, Simon et moi-même, d'être ici aujourd'hui pour venir vous présenter en français la présentation qui a été faite en anglais par nos collègues Stéphane Prudhomme et Marc Tontat lors du congrès annuel de l'Association canadienne d'études fiscales en novembre dernier. Comme vous le savez, la présentation portait sur l'énoncé des positions provenant du texte que vous avez maintenant, qui s'intitule CRA Update on Subsection 55.2 and Safe Income, Where Are We Now? Tel que mentionné par Stéphane Prudhomme lors de cette présentation, le temps était effectivement venu pour l'ARC de faire des commentaires pour mettre à jour ces positions. Petite réserve habituelle avant de commencer, à savoir que toute différence entre les commentaires qu'on pourrait faire aujourd'hui et le texte de l'énoncé de position, le texte de l'énoncé va prévaloir. Donc, le but de l'énoncé, premièrement, fournir une mise à jour de nos positions sur le paragraphe 55.2 et le revenu protégé, discuter de plusieurs concepts fondamentaux, sans toutefois que ça représente une analyse complètement nouvelle ou exhaustive du concept de revenu protégé. D'ailleurs, plusieurs positions exprimées dans l'énoncé proviennent d'énoncés précédents, que ce soit par l'entremise de table ronde ou d'interprétation technique. Discuter du concept de revenu protégé en main et finalement discuter de l'allocation du revenu protégé lors de réorganisation corporative. La structure de l'énoncé. Donc, l'énoncé aborde les sujets suivants. Donc, on parle premièrement de la déduction du paragraphe 112.1 et le concept de coût. Le rôle du paragraphe 55.2, le fonctionnement du paragraphe 55.2 et de l'alinéa 55.3a, le revenu protégé et finalement les réorganisations corporatives en ce qui concerne l'allocation du revenu protégé et aussi la question de décalage de base fiscale.
Les lignes directrices de l'énoncé se basent sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique telle que dictée par les tribunaux. Selon l'agence, ce n'est pas une interprétation partiale et intéressée des règles, mais c'est plutôt une approche raisonnable et équilibrée. La déduction du paragraphe 112.1 est le concept de coût. Donc, comme on sait, les dividendes intersociétés sont décrits comme étant des dividendes libres d'impôt, compte tenu de la déduction prévue à 112.1. L'objectif de la déduction en 112.1 vise à éviter la double imposition quand le revenu est déjà imposé et qui transite par la suite dans d'autres sociétés. Par contre, le mécanisme de déduction à 112 ne fonctionne pas toujours correctement quant au traitement accordé au coût d'un bien reçu à titre de dividende. Concernant la notion de coût, un coût, généralement, va être créé avec un montant déjà assujetti à l'impôt. Si on regarde l'énumération des différentes dispositions qu'on a ici, on voit que la structure de la loi est d'assujettir une augmentation de coût à l'impôt. Donc, le résultat est qu'il ne devrait pas y avoir de création de base fiscale sans impôt. Donc, ça représente pour l'agence un principe fondamental de la loi. Et comme vous le savez, les modifications de 2015 répondaient, entre autres, aux préoccupations de création de base fiscale sans impôt par des sociétés pour réduire des gains en capital qui pourraient être réalisés éventuellement avec des dispositions potentielles. Donc, au niveau de la loi, plutôt que de restreindre l'application du paragraphe 112.1 aux revenus déjà assujettis à l'impôt, ce qui pourrait effectivement être assez complexe à légiférer, la loi s'en remet aux diverses règles de refus de déduction de 112.1 et utilise comme gardien de but le paragraphe 55.2. Donc, compte tenu que la réception d'un dividende résulte en une augmentation de coût, si ce dividende ne provient pas du revenu protégé, donc ne provient pas d'un revenu déjà assujetti à l'impôt, et que le test d'objet du paragraphe 55.2.1 est rencontré, 55.2 va s'appliquer et le dividende va être imposé comme gain en capital. Court commentaire au niveau, pour faire l'introduction du revenu protégé. Donc, le revenu protégé est le terme utilisé pour décrire la portion du revenu gagné ou réalisé qui serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital sur une action, tel que reflété à l'alinéa 55.2.1c. Donc, ça part de la prémisse que le revenu peut contribuer au gain en capital hypothétique. Donc, dans l'équation, on a donc des éléments réels, à savoir la juste valeur marchande de l'action, mais on a aussi des éléments irréels, à savoir le revenu et le PBR, qui sont des fictions fiscales. Simon va élaborer sur la question et le lien entre les deux. Donc, encore une fois, comme vous savez, les modifications de 2015 ont fait en sorte d'augmenter l'importance de la notion de revenu protégé avec les restrictions qui ont été apportées à l'exemption prévue à l'alinéa 55.3. Donc, ça ajoute à l'importance de bien faire le calcul du revenu protégé, de sorte, premièrement, à éviter l'imposition, mais aussi à éviter la non-imposition. Donc, les deux mots importants à retenir ici, c'est raisonnable et contribuant. Donc, le constat qu'on peut en faire, en tout cas qu'on en fait, c'est que le revenu protégé, somme toute, les prescriptions législatives sont somme toute assez minces. Donc, ça tient en quelques lignes dans l'alinéa 55.2.1c dont Marc vient de parler.
l'alinéa réfère au revenu gagné. Le paragraphe 55.5 définit le revenu gagné selon le type de société, mais essentiellement, c'est le revenu net pour la partie 1. Ce qu'on vous soumet, c'est que c'est un choix, que ce soit assez sommaire comme ligne directrice législative, parce que les règles pourraient facilement devenir très complexes. Donc, on a quelque chose, un outil avec lequel on doit travailler qui est somme toute assez sommaire. Que la complexité soit non voulue, que ça demeure comme ça, donc ça implique pour nous que toutes les parties doivent adopter une approche raisonnable, tant les contribuables que l'agence, pour travailler avec ce concept. Et l'autre implication, pour nous, pour l'agence, il serait incorrect, d'une part, compte tenu des prescriptions législatives qui sont assez simples, de dire que la loi prévoit un code complet pour le calcul, et d'autre part, surtout, il serait incorrect, selon l'agence, de dire que l'interprétation du revenu protégé, pour l'interpréter, on devrait s'en remettre à une interprétation stricte, textuelle de la loi. Donc, plutôt, l'agence est d'avis qu'on doit tenir compte du contexte et de l'objet de l'article 55. Maintenant, le revenu protégé en main. Je ne prétends pas avoir l'exclusivité aujourd'hui de vous dire que ce ne sera plus un concept qui sera utilisé par l'Agence du revenu à partir de maintenant. Ce que je vous propose toutefois, je vous le dis, donc je fais le chemin à rebours, je vous le dis d'emblée, ce que je vous propose toutefois, c'est de vous fournir quelques explications sur comment nous en sommes arrivés là, dans le cheminement de l'Agence. Et je vais commencer par revenir sur certains concepts qui ont été expliqués par Marc lorsqu'il a lu avec vous l'alinéa 55.2.1c. Tracer un parallèle avec ce que l'agence entendait par revenu protégé en main. Donc, Marc a mentionné que quand on lit l'alinéa, une prémisse de cet alinéa, c'est que le revenu puisse contribuer dans une certaine mesure à la juste valeur marchande sur l'action, au gain sur l'action. Marc a mentionné deux qualificatifs importants dans l'alinéa, raisonnable et contribuant. Et Marc a mis la table. L'alinéa pose réellement une difficulté interprétative. Comme Marc a mentionné, il y a un mélange d'ingrédients dans la recette qui sont en partie réels et en partie irréels, en partie fictifs, en partie concrets. Donc, comment est-ce qu'un montant de revenu, qui est une création, largement une création de la loi de l'impôt sur le revenu, un montant de revenu largement fictif, peut contribuer à un gain en capital hypothétique qui dépend de deux choses. Une disposition à la juste valeur marchande de l'action. La juste valeur marchande, c'est concret. C'est possiblement une question de fait de déterminer quelle est la juste valeur marchande de l'action. Et d'autre part, le prix de base rajusté, qui est largement une fiction législative prévue dans la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, la difficulté interprétative est là, faire le pont, mélanger ces ingrédients-là et faire le pont entre le réel et l'irréel. Et pour faire ça, notre position avec le Parlement a voulu qu'on adopte une interprétation de bon sens, d'équité et une interprétation raisonnable. Maintenant, la page s'intitule « Revenu protégé en main ». Comment est-ce que le revenu protégé en main s'inscrivait dans ces concepts-là, s'inscrit ou s'inscrivait dans ces concepts-là? Le revenu protégé en main, c'était un concept qui avait été trouvé par l'Agence sous le libellé de la loi qui prévalait jusqu'aux modifications de 2015, justement pour faire le pont entre le réel et l'irréel. Parce qu'il y avait aussi, la loi nous demandait de faire ce cheminement-là avant ces modifications en 2015. Donc, c'était une façon trouvée par l'Agence pour faire ça. Avant 2015, la loi nous demandait de déterminer la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition à la JVM.
et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé. Donc, se posait la question, comment déterminer si le gain était attribuable à autre chose que du revenu gagné ou, posé autrement, à du revenu gagné? Est-ce que 5 $ de gain pouvaient être attribuables, par exemple, à 1 $ de revenu gagné? Partant de ce libellé-là qui prévalait avant les modifications de 2015, l'ARC a tenté de faire le pont, l'agence a tenté de faire le pont entre le réel et l'irréel en prenant une position relativement simple que 1 $ de gain était attribuable à 1 $ de revenu. Exemple, 100 $ de gain, 100 $ de revenu, 100 $ de revenu protégé. Mais s'il y a 20 $ qui a déjà été utilisé pour payer un dividende, par exemple, ou payer les impôts sur ce gain-là, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est attribuable au revenu? Donc, le concept de revenu protégé en main, c'était nécessaire à cause de cette formule arithmétique-là de 1 pour 1, 1 $ de gain attribuable à 1 $ de revenu, et c'était pour arriver à la portion du gain qui était raisonnablement attribuable au revenu. Donc, dans l'exemple, 100 $ de gain, 100 $ de revenu, il y a 20 $ qui a été utilisé pour payer les impôts. Le revenu protégé qui était en main était de 80 $ pour supporter le gain. Et c'est un concept, le revenu protégé en main, qui a été retenu au fil du temps par les tribunaux. Avec le recul, le constat que l'agence en a fait, c'est que le concept pouvait prêter à confusion. Premièrement, le revenu gagné était défini au paragraphe 55.5. Alors, logiquement, le revenu qui était protégé, ça devait être quelque chose d'autre que le revenu gagné. Et logiquement, le revenu qui était protégé, ça devait être le revenu auquel le gain était raisonnablement attribuable. Donc, qu'est-ce que le qualificatif « en main » venait ajouter? Première question. Et le deuxième point, le concept en soi de revenu protégé en main mettait l'accent sur ce qui s'était passé après le calcul du revenu. On mettait l'accent sur ce qui était demeuré en main. Donc, tout ça, comme vous le savez, a culminé avec l'affaire Croco en Cour canadienne de l'impôt, en Cour d'appel fédéral. Et selon l'agence, le concept qu'elle avait elle-même proposé de revenu protégé en main, qui prêtait possiblement à confusion avec le recul, a été appliqué différemment de la conception qu'elle en avait. Ce que la Cour d'appel fédérale a dit dans Croco, essentiellement, c'est une analyse en 2 étapes. Donc, premièrement, vous calculez le revenu selon l'article 3 et le paragraphe 55.5. Ensuite, vous vous demandez si le revenu est demeuré en main après son calcul. Donc, le revenu protégé pouvait être seulement réduit d'un montant de déboursé monétaire qui aurait été fait après le calcul du revenu. Et dans ce cas-ci, c'est une question de revenu fantôme. Bien, le revenu fantôme, si on suit le test en 2 étapes, il a été cristallisé dans le calcul du revenu, il est fixé et il n'est pas associé à un déboursé monétaire subséquent. Donc, il ne pouvait être exclu du revenu protégé. Selon l'agence, l'analyse en 2 étapes qui avait été proposée dans Croco a été influencée d'une part par la notion de revenu protégé en main, qui mettait l'accent sur ce qui s'était passé après le calcul du revenu, et surtout a été influencée par le libellé de la loi qui prévalait alors, qui requérait qu'un gain soit attribuable à du revenu, de déterminer quelle portion du gain était attribuable à autre chose que du revenu gagné ou, à l'opposé, à du revenu. Donc, le libellé d'alors, ce que nous vous soumettons, suggérait que ce qui variait, c'était le gain. Donc, on se demandait quelle portion du gain était attribuable à du revenu. Donc, le revenu était fixé, le gain variait, on faisait varier le gain, mais le revenu était fixé.
Avec les modifications de 2015, je vous ai mentionné d'emblée que le revenu protégé en main, l'Agence n'utiliserait plus ce concept. Et la raison première, c'est le nouveau libellé de l'alinéa 55 2.1c qu'on a vu avec Marc tantôt. Le libellé demande de déterminer si le dividende excède le montant de revenu qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital. Donc, on a un montant de revenu, on se demande quelle portion du revenu est raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital. Donc, c'est la portion du revenu qui varie pour correspondre au gain en capital. C'est une analyse en une étape, selon la vision de l'Agence, pas en deux étapes. En fait, on le fait d'un coup. Quelle portion du revenu calculé sous 3 et 55,5 est-ce qu'il est raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital? Cette portion-là, c'est le revenu protégé. Donc, le revenu protégé en main ne sera plus une notion qui sera utilisée dans les communications de l'Agence. Les implications de cette méthode d'analyse en une étape qui découle, selon l'Agence, du libellé qui s'applique aujourd'hui de 55.2.1c. La première, c'est naturellement, si on suit ce raisonnement, il n'y a plus d'analyse en deux étapes. C'est une analyse en une étape, contrairement à ce qu'on avait dans Croco. Deuxième implication, la formule arithmétique simple dont je vous ai parlé, 1 pour 1, n'est plus pertinente. Elle n'est plus appliquée. Et la conséquence de l'analyse en une étape, c'est qu'il est possible qu'une portion du revenu seulement, qu'il soit raisonnable de considérer qu'une portion du revenu seulement contribue au gain en capital. Donc, comme avant 2015, un montant qui a été reflété, qui est inclus dans le revenu, mais qui n'est plus disponible pour payer un dividende, va être exclu, comme il l'était avant 2015, parce qu'il ne contribue pas au gain. Mais la question ne consiste plus à se demander, selon l'Agence, si le montant est demeuré en main ou est demeuré disponible. La question, c'est de déterminer si le revenu qui a été calculé contribue au gain. Dans mon exemple précédent, je vous avais dit 100 $ de gain, 100 $ de revenu, 20 $ qui a été utilisé pour payer un dividende ou pour payer les impôts. Le revenu protégé en main était de 80 $ parce qu'il y avait 20 $ qui n'étaient plus en main. Ce sera le même résultat ici, dans ce cas-ci, mais avec la question suivante. Quelle portion tangible, concrète de mon revenu de 100 $ continue d'exister pour supporter la juste valeur marchande de l'action? Et c'est 80 $. La conséquence de tout ça, c'est qu'un revenu peut ne pas contribuer au gain s'il a été associé à un déboursé ou s'il n'a jamais même contribué au gain pour commencer. Peut-être en généralisant le principe, le montant de revenu que l'on peut raisonnablement considérer comme contribuant à la juste valeur marchande des actions, de l'action, c'est la portion réelle du revenu. C'est la portion tangible du revenu, c'est-à-dire la portion tangible qui continue d'exister pour supporter la juste valeur marchande de l'action, et c'est le revenu protégé dans le vocabulaire de l'Agence. Donc, premier petit exemple, c'est l'exemple 7 de l'énoncé de position. Donc, on voit ici OPCO, dont les actions ont une juste valeur marchande de 1 000 $. Donc, c'est supporté par de l'encaisse qui provient d'un revenu gagné qui a été réalisé par la société. Après ça, on regarde l'investissement du revenu. Donc, on voit la JVM est toujours de 1 000 et on a investi le 1 000 $ dans la caisse, dans de l'inventaire pour 300 $ et un immeuble pour 500 $.
Après ça, on se positionne à la fin de la période. Donc là, on voit que la juste valeur marchande est rendue à 1150. Et quand on regarde les actifs sous-jacents pour voir qu'est-ce qui contribue à cette valeur-là, on voit que l'immeuble a perdu 250 $ de valeur. La différence de valeur est attribuable à un nouveau bien, les biens corporels qui ont une JVM de 400 puis un PBR de 0. Donc, selon les faits de l'exemple, on peut voir clairement que le revenu protégé de 1 000 $ n'a pas conservé sa valeur, à savoir que seulement 750 $ peut raisonnablement être considéré comme contribuant aux gains sur les actions. Le 400 $ restant de gains est supporté par les biens corporels qui ne représentent pas de revenus protégés. Donc, malgré ça, l'Agence reconnaît que bien souvent, il va être impossible d'établir le montant de revenus protégés qui contribue aux gains sur les actions avec ce degré de précision-là. Donc, par conséquent, quand une perte sur un bien est latente et non réalisée, la perte ne réduira pas le revenu protégé. Donc, ici, le revenu protégé à la fin de la période serait malgré tout là, de 1 000 $. Par contre, si le bien est vendu et que la perte est réalisée, alors le revenu protégé serait réduit par le montant de la perte en capital déductible, que la perte soit réclamée ou pas dans l'année qu'elle est réalisée. Et comme vous savez, si on est en présence d'une société privée, bien, la portion non déductible de la perte va venir réduire le compte de CDC, alors que si on est en présence d'une société autre que privée, bien, la portion non déductible de la perte en capital en vertu de 55.5b 2 petit i réduira le revenu protégé seulement jusqu'à concurrence de la perte de la portion non imposable des gains qui ont été réalisés. Deuxième exemple, qui provient de l'exemple 12 de l'énoncé de position. Donc, on se positionne à l'an 1. GESCO va transférer des actifs à OPCO sur une base de roulement et va recevoir en contrepartie des actions privilégiées avec une valeur de rachat fixe et un dividende nominal. La valeur des actions privilégiées d'OPCO émises à GESCO 1 est de 500 $. Les actifs transférés ici consistent en des biens corporels d'une valeur de 500 et un coût nominal. Toujours dans l'an 1, on a GESCO qui va souscrire à des actions ordinaires d'OPCO pour un montant nominal. Durant la période de détention des actions ordinaires par GESCO 2, OPCO génère du revenu protégé sous forme d'encaisse. Donc, jusqu'ici, on voit que le revenu protégé de 500 $ peut donc être considéré comme contribuant au gain sur les actions ordinaires de OPCO détenues par GESCO 2. Par la suite, OPCO procède au rachat des actions privilégiées détenues par GESCO 1 en contrepartie de l'encaisse. Aucun autre actif dans OPCO après le rachat des actions privilégiées, sauf les biens incorporels transférés à OPCO par GESCO 1. Donc, dans cette situation-là, bien que le 500 $ d'encaisse qui a été généré par OPCO avec son revenu protégé ne supporte plus la valeur des actions ordinaires détenues par GESCO 2, le revenu protégé de 500 $ qui est considéré contribuer au gain des actions ordinaires demeure inchangé pour les raisons suivantes. Donc, le rachat des actions privilégiées pour sa valeur de rachat fixe ne devrait pas
affecter le droit aux revenus protégés des actions ordinaires. Donc, puisque les actions privilégiées ne participent pas aux revenus protégés d'OPCO, bien, on considère qu'il n'y a aucun revenu protégé qui devrait être considéré avoir été payé à GESCO 1 au rachat. Deuxième point, l'encaisse ou les actifs générés par le revenu protégé ont supporté la valeur des actions ordinaires jusqu'au moment du rachat. Même si l'encaisse a été utilisée pour acheter les actions privilégiées, cette utilisation-là n'a pas réduit la valeur des actions ordinaires, car cette valeur-là est toujours supportée par les autres actifs d'OPCO. Troisième raison, on considère que OPCO aurait pu emprunter pour racheter les actions privilégiées. Et là, la question à savoir si le revenu protégé contribuant au gain des actions ordinaires a été réduit, n'aurait pas été soulevée. Donc, l'utilisation de l'encaisse pour éviter l'emprunt ne devrait pas avoir d'effet sur le montant de revenus protégés contribuant au gain sur les actions ordinaires. Et finalement, le principe que le revenu protégé est la portion tangible du revenu qui continue d'exister pour supporter la valeur et donc le gain sur l'action n'exige pas nécessairement un retraçage strict des actifs qui ont généré le revenu protégé parce que la société n'est pas statique. Dernier point à noter, on va y revenir tantôt dans quelques diapositives quand on va regarder la situation où des biens supportent la valeur d'actions privilégiées où les biens qui supportent les actions privilégiées sont vendus avant le rachat. Ici, vous voyez que les actifs qui supportaient la valeur des actions privilégiées sont toujours là. Si on vend les biens après le rachat, faut réaliser que le revenu découlant de la vente ne peut pas être considéré comme du revenu protégé sur les actions ordinaires parce que ce revenu ne contribue pas effectivement au gain sur les actions ordinaires. Changement de position. On a 3 changements de position qui sont favorables pour les contribuables. Donc, la première position, on parle des obligations éventuelles et réserves là, qui ont souvent fait jaser. Donc, c'est des éléments qui ne représentent pas la portion concrète du revenu qui continue d'exister pour soutenir la valeur et donc, par ricochet, le gain sur les actions. Donc, l'ancienne position était de dire que toutes les obligations éventuelles et réserves réduisent le revenu protégé. La nouvelle position, les obligations éventuelles et les réserves réduisent le revenu protégé, mais seulement si elles réduisent ou ont le potentiel de réduire le revenu de la société lorsqu'elles se matérialisent. Donc, les obligations et les réserves n'ont aucun impact sur le revenu protégé si elles représentent des dépenses de nature capitale. Les impôts sur le revenu payé et couru. Donc, ces impôts-là réduisent le revenu protégé parce qu'ils représentent un montant déboursé ou qui va être déboursé, qui ne peut pas raisonnablement être considéré comme contribuant au gain sur les actions. Donc, effectivement, ça entraîne une réduction de la valeur des actions. L'ancienne position indiquait que les impôts remboursables ne pouvaient être considérés dans le calcul du revenu protégé uniquement lorsqu'ils étaient reçus. La nouvelle position vient indiquer que la portion remboursable des impôts payés ou courus, qui va être remboursée parce qu'un dividende a été payé avant la fin de l'année, va être considérée comme une réduction de l'impôt payé ou couru sur le revenu qui constitue du revenu protégé. Par contre, les impôts remboursables qui ne sont pas remboursés parce que le paiement de dividendes a lieu après la fin d'année d'imposition, vont être inclus au revenu protégé lorsqu'ils seront reçus par la société.
Dernier changement de position que j'ai mentionné tantôt. Donc, on parle de la réalisation après l'acquisition d'un gain qui était latent au moment de l'acquisition. Donc, quand on a un transfert par roulement d'un bien, autre que des actions, à une société avec un gain latent en contrepartie d'actions privilégiées et que le gain sur le bien est subséquemment réalisé, bien, on se posait la question, est-ce que la portion du gain qui s'était accumulée au moment du transfert pouvait être inclus dans le revenu protégé contribuant au gain sur les actions privilégiées. Donc, l'ancienne position indiquait que non, le gain latent au moment du transfert ne pouvait pas être inclus au revenu protégé contribuant au gain sur les actions privilégiées. Donc, la nouvelle position, le gain latent au moment du transfert du bien à la société va être considéré comme contribuant au gain sur les actions privilégiées. Donc, il va effectivement être inclus dans le revenu protégé des actions privilégiées quand il va être réalisé. Donc, si les biens supportant la valeur des actions privilégiées sont vendus avant, bien, la nouvelle position fait en sorte qu'on peut attribuer ça aux actions privilégiées. Et comme mentionné tantôt, si le rachat se fait, si la vente des biens, se fait après le rachat, bien, le revenu qui en découle ne peut pas être attribué aux actions ordinaires ou à toute autre catégorie d'actions. Donc, l'Agence reconnaît que la position requiert un retraçage d'actifs, mais considère que cet inconvénient-là pratique est acceptable compte tenu de la raisonnabilité de l'approche. Donc, si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez compris que le revenu fantôme ne sera pas inclus, sera exclu du calcul du revenu protégé, découlant de l'analyse en une étape qu'on vous a expliqué précédemment sous le nouveau libellé depuis 2015. Pourquoi? Parce que le revenu fantôme n'est associé à aucune entrée réelle, aucun actif tangible qui peut contribuer au gain. Une question pertinente à se poser avec cette nouvelle position-là, c'est est-ce qu'une telle position résulte en une double imposition que chercherait à prévenir justement le paragraphe 55.2 et l'article 112? C'est une idée qui a été largement discutée dans CRUCO. Et la position de l'Agence aujourd'hui, c'est ce qui vous est expliqué comme méthode pour le calcul du revenu protégé. Ça ne résulte pas en une double imposition au sens où l'entendent l'article 55 et l'article 112. Et pour élaborer un peu sur ce point-là, je vais passer quelques éléments contextuels historiques pour supporter la prétention de l'Agence à cet effet-là. Le premier point, je me suis amusé un peu, on dit rapport Benson, c'est un livre blanc, et pour les férus d'histoire, c'est un livre blanc qui suit la commission Carter. Donc, c'était la réponse du gouvernement, c'était la proposition gouvernementale à la commission Carter, c'est un livre blanc. Et le ministre Benson référait à l'article 112, à la déduction pour dividendes, en ces mots. Donc, à défaut d'une telle exemption dans la loi, l'impôt sur les corporations pourrait être prélevé 2 ou 3 fois ou davantage sur les mêmes profits d'une corporation avant d'être réparti définitivement entre les actionnaires. Donc, vous avez compris que sur cette page-là, nous avons souligné les mots que nous trouvions importants, donc les mêmes profits. Dans les renseignements supplémentaires sur le budget de 2018, les passages techniques sur les règles qui refusent la déduction pour dividendes dans certaines circonstances, par rapport à l'article 112, on dit la déduction de 112 a pour but de limiter l'imposition à plusieurs niveaux de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices qui sont distribués d'une société à une autre.
la doctrine va pas mal dans le même sens. Un auteur qui dit « The policy underlying the rule that dividends between Canadian corporations should flow through on a tax-free basis is to avoid multiple taxation of income as it passes through a chain of corporations. » Passes through. Donc, pour l'agence, le paragraphe 55.2 et l'article 112 partagent des objectifs communs. Une fois qu'un montant de revenu a passé par le système d'imposition, c'est bien fait imposer, la résultante après le mécanisme d'imposition peut passer, être distribuée à une autre société sans qu'il y ait une deuxième fois de l'impôt. Mais encore faut-il que la résultante de ce calcul donne lieu à un actif concret tangible qui puisse être passé à une autre société, être distribué à une autre société. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas y avoir double imposition au sens où l'entendent ces dispositions. Un revenu fictif, pour faire le lien avec le revenu fictif qui sera exclu du calcul du revenu protégé, un revenu fictif n'est pas passable, n'est pas distribuable entre les sociétés. Donc, ce n'est pas le même montant qui est imposé une deuxième fois. Juste pour illustrer ce propos-là, petit exemple très simple, donc une situation tout à fait normale, un revenu 100 $ qui est associé à une entrée de fonds, à une trésorerie de 100 $, l'impôt payé de 30 $. Donc, la résultante, le 70 $, est passée par le mécanisme d'imposition. Il y a un actif concret qui en résulte. Cet actif concret-là peut être passé, peut être distribué à une autre société. Il sera couvert par l'exception du revenu protégé. Il n'y aura pas de double imposition sur la résultante de l'imposition. Maintenant, le deuxième exemple avec le revenu fictif, on a toujours un revenu, au sens de la partie 1, un revenu net de 70 $, mais mon revenu fictif n'est associé à aucune entrée de fonds concrète. Donc, si on se limitait à ça, si on prenait une photo en vase clos de la situation, il y aurait un déficit de 30 $ pour payer l'impôt. Donc, en termes de liquidité, on serait à moins 30 et si on se limitait à ça, il n'y aurait rien pour payer un dividende. Il n'y aurait rien qui pourrait passer, qui pourrait être distribué à la société suivante. Une question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que le fait qu'il y ait de l'impôt qui a été payé sur un montant de revenu de 100 $ dans ce cas-ci, devrait permettre d'exenter un autre montant sans lien avec le montant de revenu qui a été imposé. Et selon l'agence, la réponse est non, parce que ça irait à l'encontre du régime d'imposition des sociétés. Les deux organigrammes suivants sont pour discuter de cet aspect. Donc, le premier, on a une GESCO qui détient ACO, qui a une valeur nulle, un PBR nul, qui a eu un revenu fantôme de 100 $, qui est assujetti à un impôt de 30 $. Donc, quelles sont les conséquences fiscales d'une vente par GESCO, des actions d'ACO? Donc, dans ce cas-ci, et là, je vous le dis, pour cet exemple-là, je veux vous parler de régime d'imposition des sociétés. Mettons de côté le revenu protégé un instant. On est aux règles fondamentales. Donc, dans ce cas-ci, la vente des actions d'ACO par GESCO n'entraînerait aucune perte, aucun gain. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un revenu fantôme de 100 $ à l'interne se traduirait par une perte sur les actions? La réponse est non. Parce que c'est un régime d'imposition des sociétés. Chaque personne est un contribuable, paie son impôt, calcule son revenu, et le revenu d'ACO et le revenu d'ACO. Si on était en régime de société de personnes, ce serait différent, mais dans ce cas-ci, GESCO se serait imposé sur un revenu. Donc, il y aurait eu création de prix de base rajusté, il y aurait peut-être une perte dans ce cas-ci, mais parce que GESCO se serait imposé sur le revenu, ce qui n'est pas le cas en régime d'imposition des sociétés. Donc, peut-être on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe s'il y avait une injection de fonds pour acquitter les impôts de 30 $.
peut-être qu'il pourrait y avoir une perte créée avec ce 30 $-là, à voir. De l'autre côté de l'organigramme, situation un peu différente, GESCO qui détient ACO, qui a une plus-value de 30 $. Cette plus-value-là, on la voit, est due à un bien corporel qui a été créé à l'interne de 30 $. ACO a réalisé un revenu, s'est imposé sur un revenu fantôme de 100 $, comme dans l'exemple précédent. Donc, supposons 2 scénarios alternatifs. Le premier, une vente à l'interne, une vente d'actifs du bien corporel. Donc, dans ce cas-ci, le revenu fantôme ne pourrait pas éponger le gain qui est créé, qui est réalisé sur le bien corporel à l'interne. Ce n'est pas une perte. Plus que ça, le revenu fantôme n'aurait même pas pu, disons que le bien corporel avait été acquis, le revenu fantôme n'aurait pas pu servir à financer cette acquisition-là, à créer du prix de base rajusté pour le bien corporel. Donc, à l'interne, il n'y a pas de compensation. Le revenu protégé n'est pas utilisable. Il n'y a pas de compensation interne. Est-ce que ça devrait être différent si GESCO vendait les actions d'ACO? Est-ce qu'il devrait y avoir une forme de compensation sur la base externe? La position de l'agence, c'est non. Si on reconnaissait une augmentation de prix de base due au revenu fantôme, on en reviendrait à exempter d'impôts un bien corporel qui avait une plus-value non réalisée. Donc, ce qui était un peu ce qu'on cherche à éviter ici. De façon plus large, la suggestion que je vous fais aujourd'hui, ou que l'agence vous fait, c'est que le régime du revenu protégé n'a pas pour objectif d'altérer ou de modifier le régime d'imposition des sociétés ou de compenser pour un manque à gagner pour de l'impôt qui a été payé sur un revenu qui n'est pas associé à une entrée concrète d'argent, de fonds. Et la non-inclusion du revenu fantôme pour l'agence, c'est au calcul du revenu protégé, c'est le bon résultat. Et c'est un résultat qui s'harmonise avec l'objet et l'esprit des dispositions et avec le régime de l'impôt sur les sociétés en général. Et au sens de l'agence, ça ne résulte pas en une double imposition, au sens où l'entente que cherche à prévenir l'article 55 et l'article 112. Je pense que j'ai vu mon collègue Louis Tassé, je pense qu'il n'est plus dans la salle. Tantôt, ça m'a fait sourire quand il a dit qu'il n'avait jamais vu structure de société étagée. Donc, nous l'utilisons, nous en sommes fiers. Effectivement, c'était la traduction qu'on avait choisie pour Tower. Je ne me souviens plus de l'expression qui a été utilisée ici en anglais. Quelques petits concepts, parce que la prochaine section portera sur l'allocation du revenu protégé lors de réorganisation de groupes de sociétés, qui est un aspect nouveau sur lequel l'agence se prononce. Quelques petits concepts. L'organigramme suivant a pour but de discuter du principe général de consolidation du revenu protégé dans une structure à étage, de montrer que ce sont des vases communicants. Je mettrais 2 bémols sur cet organigramme-là. Le premier, c'est qu'il part de la prémisse que le revenu protégé qui est réalisé en bas de la structure contribue au gain à chaque niveau. Donc, ce n'est pas toujours le cas, on va le voir dans la page suivante. Donc, c'est la première prémisse. Le deuxième bémol que je veux mettre, les plus astucieux de la salle auront peut-être constaté que le revenu protégé est indiqué différemment sur les autres organigrammes et les définitions qu'on en donne pour ceux qui ont lu l'énoncé, la version longue de l'énoncé, on le définit différemment. Donc, effectivement, le revenu protégé que OPCO gagne, ce qu'on appelle RPD, revenu protégé direct, bien, ça va se retrouver sur ses actions. C'est le revenu qui contribue au gain sur les actions du capital action d'OPCO qui va payer le dividende. Donc, le revenu protégé direct, c'est sur les actions de la société qu'il réalise. Le revenu protégé indirect, ce qu'on appelle RPI, dans ce cas-ci, c'est le revenu réalisé par des sociétés inférieures qui contribuent quand même au gain supérieur.
Donc, ne vous mélangez pas. Je voulais faire ce bémol-là, c'est pour illustrer un principe. Le principe, on l'illustre quand même, mais je voulais éviter toute confusion pour les organigrammes suivants. Donc, le principe qu'on veut illustrer ici, c'est que ce sont des vases communicants, en partant de la prémisse que le revenu protégé contribue à chaque étage de façon correspondante. Quand une société paie un dividende, dans ce cas-ci 300, son revenu protégé direct diminue de 300, le revenu protégé direct de la société qui reçoit le dividende augmente de 300, mais le gain n'a pas augmenté sur la société qui a reçu le dividende. Le gain latent sur ces actions-là n'a pas changé. Donc, le 300 $ qui rentre en revenu protégé direct, c'est simplement une conversion du revenu protégé indirect qui existait déjà. Rien ne se perd, rien ne se crée. Les chiffres sont, si vous voulez suivre la logique, sont toutefois décalés d'un étage, mais vous allez pouvoir la suivre. Le prochain exemple, c'est le contre-exemple, en fait, de ce que je viens de vous indiquer. Donc, je vous ai indiqué que ce sont des vases communicants, c'est vrai, mais attention, il faut se poser la question à chaque niveau, sur chaque action. Quel revenu réalisé par une société contribue de façon raisonnable au gain sur cette action? Il faut se la poser sur chaque action quand même. Ce n'est pas un automatisme que j'ai du revenu protégé dans le bas de la structure, ça remonte jusqu'en haut. Il faut se poser la question. Dans ce cas-ci, quand on se pose la question, vous avez remarqué que le revenu protégé direct sur les actions de Filialco est de 350 $, que le revenu protégé indirect sur les actions de Newco est de 150 $. Pourquoi? Si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous avez le numéro de l'exemple dans l'énoncé. Mais pourquoi, dans ce cas-ci, dans la trame factuelle qui est présentée dans l'énoncé, c'est que GESCO a acquis les actions de Newco pour 300 $, alors que Filialco 2 avait déjà gagné un revenu de 200 $. Donc, le revenu de 200 $ qui avait été gagné par Filialco 2 pré-acquisition, avant l'acquisition, est reflété dans le prix de base rajusté des actions qui sont détenues par GESCO dans Newco. Suite à l'acquisition, après l'acquisition, Filialco 2 a gagné un revenu additionnel de 150 $. Et là, ce 150 $-là, dans la trame factuelle, il est raisonnable de considérer qu'il contribue au gain sur les actions de Newco, d'où le revenu protégé indirect de 150 $. Qu'est-ce qui se passe dans mon exemple si Filialco 2 paie un dividende de 350 $ à Newco? Donc, le revenu protégé direct sur les actions de Filialco 2 va diminuer de 350 $. Est-ce qu'il y aura 350 $ qui va apparaître dans le revenu protégé direct sur les actions de Newco? La réponse est non. Si vous avez suivi le raisonnement, le gain n'a pas augmenté sur les actions de Newco parce que j'ai payé un dividende. Le revenu protégé avant était de 150 $, c'était du indirect, ce qu'on appelle le indirect. Alors, quand 350 $ va être payé en dividende, le revenu protégé indirect de 150 $ va être converti en revenu protégé direct de 150 $ et le reliquat de 200 $ n'ira nulle part. Il est déjà cristallisé, reflété dans le prix de base rajusté dans ce cas-ci de 300 $. Donc, Filialco 2 peut payer un dividende de 350 $, il sera couvert par du revenu protégé. Newco peut payer un dividende de 150 $ seulement qui sera couvert par le revenu protégé. Au-delà de ça, il faudrait voir si les conditions d'application de 55.2 sont rencontrées. Donc, dernière section, on parle de la répartition du revenu protégé dans le contexte de réorganisation corporative. On vous indique que c'est l'exemple 15 et suivant là, dans l'énoncé de position. Là, ça devrait plutôt être 17 et suivant. Donc, comme on le sait, le revenu protégé représente une augmentation potentielle du coût pour le bénéficiaire sans conséquence fiscale. Donc, on peut cristalliser notre revenu protégé dans le PBR. Donc, selon l'agence, il doit y avoir une répartition appropriée du revenu protégé dans le cadre d'une réorganisation corporative, justement pour éviter un résultat d'avoir une augmentation de coûts inappropriés.
Donc, les principes dans l'énoncé, les principes importants à retenir. Donc, on sait que le revenu protégé va contribuer au coût des biens, mais aussi le capital investi va contribuer au coût des biens. Et finalement, les dettes vont aussi contribuer au coût des biens. Donc, d'un point de vue pratique, l'Agence reconnaît qu'il va souvent être impossible d'être parfaitement précis ou de faire un rapprochement strict. Donc, dans une approche pratique, l'Agence considère dans un premier temps que le capital doit être ignoré. Quant aux dettes, elles vont être prises en considération dans le coût net indiqué des actifs. Donc, logiquement, le revenu protégé doit être alloué au prorata du coût indiqué des actifs nets qui ont été séparés entre les sociétés dans le cadre de la réorganisation corporative. Donc, la formule générale pour répartir le revenu protégé direct qui est proposée, bien, si on regarde le revenu protégé direct sur les actions de NewCo, donc la société qui aurait reçu les actifs dans le cadre de la réorganisation corporative, bien, on va partir du revenu protégé direct d'OPCO avant la réorganisation, qu'on va répartir selon la proportion suivante, donc le coût net indiqué des actifs transférés à NewCo sur le coût indiqué net total de tous les actifs d'OPCO avant la réorganisation. Et par déduction, bien, le revenu protégé direct sur les actions d'OPCO après la réorganisation, on part du même revenu protégé direct d'OPCO avant, qu'on va répartir selon la proportion suivante, à savoir le coût indiqué des actifs conservés par OPCO sur le coût indiqué net total de tous les actifs d'OPCO avant la réorganisation. Donc, dans cette détermination-là, il faut être prudent et vigilant. Les formules décrites sont une tentative de simplification de la répartition du revenu protégé. Et ces formules-là se veulent applicables à des situations où GESCO détient en propriété exclusive une société cédante, donc DC, et les actifs de DC sont distribués à une société cessionnaire TC, détenue aussi par GESCO. Donc, on parle d'une réorganisation corporative dans le même groupe, donc entre sociétés liées. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, il y aurait une possibilité là, de faire une répartition asymétrique du PBR des sociétés. Petite réserve, ce n'est pas une approche d'application universelle. Et petite note concernant la répartition asymétrique de PBR. Donc, dans certaines circonstances, ça pourrait être contesté par l'Agence parce qu'il pourrait y avoir des abus. Mais c'est acceptable si le seul objectif est d'éviter une situation de décalage de base fiscale qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Donc, quelques exemples, tantôt pour montrer qu'on utilise la formule, tantôt pour montrer qu'on ne l'utilise pas et pourquoi. Ce cas-ci, c'est un exemple où on n'aura pas nécessairement besoin, avec le bon sens, la logique, pas nécessairement besoin d'appliquer la formule, quoique les concepts sont relativement similaires. Donc, on a une société qui investit un montant nominal par Anco dans GESCO, GESCO qui investit un montant nominal dans DC, qui a gagné un revenu de 1000. Le revenu de 1000 a été utilisé pour acquérir le bien A au coût de 1000 $. DC est liquidé dans GESCO. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le revenu protégé, qui était de 1000 $ sur les actions? Donc, ce que l'Agence va considérer, c'est simplement que GESCO, qui avait un actif, qui avait des actions, qui avait une base fiscale de 1000, si on capitalise le revenu protégé de 1000, a été échangé contre le bien A,
qui a une base fiscale de 1 000 également. Et on va considérer que le revenu protégé a simplement remonté dans la chaîne jusque dans GESCO quand il y aura liquidation. Et dans ce cas-ci, il remplaça le revenu protégé indirect que Parenco avait déjà sur les actions de GESCO. Deuxième exemple où on n'utilisera pas la formule, mais on va l'utiliser plus tard. Vous allez voir, il y a des exemples où on l'utilise. Deuxième exemple où on ne l'utilise pas, on a Parenco qui détient 2 sociétés. GESCO 1 a investi dans DC un montant nominal. Les actions ont pris de la valeur parce que DC a gagné un revenu de 1 000 DC a utilisé le montant pour acquérir un bien A. GESCO 2, de son côté, a gagné directement un revenu de 1 000 et elle a acquis avec ce revenu-là le bien B qu'elle a transféré à DC contre des actions. Naturellement, GESCO 2 n'ira pas chercher de revenus protégés qui étaient sur les actions de DC, qui existaient déjà sur les actions de DC. Le 1 000 contribue au gain sur les actions de GESCO 1 et ne contribue pas à un gain sur les actions de GESCO 2 qui n'ont pas de gain latent. Qu'est-ce qui se passe si on veut faire une réorganisation papillon à une aile entre DC avec GESCO 2 et que DC transfère à GESCO 2 sa quote-part des biens A et B, la moitié des biens A et B, et que rachat des actions entre GESCO 2 et DC. Donc, si vous avez bien écouté Marc, mais là, je vous ai déjà dit qu'on n'appliquerait pas la formule. Mais si vous avez écouté Marc, mais vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, qu'on n'appliquerait pas la formule et que vous essayez de l'appliquer, on pourrait se dire que le revenu protégé sur les actions de DC, qui était de 1 000 devrait suivre le coût net indiqué des actifs qui ont été transférés dans la réorganisation. Et il y a la moitié du coût net indiqué des actifs. Il y a 1 000 sur 2 000 qui a été transféré à GESCO 2 dans ce cas-ci. Donc, on pourrait être tenté de dire, si on appliquait la formule, qu'il y a 500 de revenus protégés qui devraient être transférés d'un côté à l'autre. Mais le gros bon sens nous dit que ça ne devrait pas arriver. Premièrement, les actions de Parenco dans GESCO 2 ont un gain latent de 1 000, n'ont pas un gain latent de 1 500 du jour au lendemain. Donc, ce serait un peu étrange de transférer un 500 de revenus protégés d'un côté à l'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'on va simplement, on voit de l'exemple, c'est qu'on considère simplement que GESCO 2 a échangé un bien qui avait une base fiscale de 1 000 les actions, pour des biens qui vont avoir la même base fiscale. Donc, on n'appliquera pas la formule. C'est un exemple dans un groupe lié. Donc, vous avez Parenco en haut. Ce serait le même résultat si on était dans un groupe non lié, qu'on faisait une réorganisation du même genre. Le résultat serait le même, on n'aurait pas un transfert de revenus protégés, on n'utiliserait pas la formule dans ce cas-ci. Donc, prochain exemple, répartition du revenu protégé dans le cadre d'une réorganisation corporative où on fait, encore une fois, un fractionnement à une aile dans le contexte d'un groupe de sociétés liées. Donc, on voit ici que GESCO 1 et GESCO 2 sont détenus par Parenco avec des valeurs respectives de 1 000 et 2 000, puis PBR de 0. Donc, GESCO 1 a investi dans DC au jour 1. DC a accumulé un revenu protégé de 1 000 quand elle était une filiale en propriété exclusive de GESCO 1. Le revenu protégé a été utilisé par DC pour acquérir le bien A au coût de 1 000 $. GESCO 2, quant à elle, a accumulé du revenu protégé de 1 000 qui est utilisé pour acquérir le bien C. GESCO 2 a investi par la suite dans des actions de DC
avec un PBR de 0. DC a utilisé l'investissement de GESCO pour acheter le bien B avec un PBR de 0. Et le bien en question a par la suite augmenté de valeur à 1 000 $. Donc, on voit ici, avant la réorganisation, qu'on a notre revenu protégé direct de 1 000 $ sur les actions de DC détenues par GESCO 1. Et Parenco, quant à elle, a un revenu protégé indirect de 1 000 sur les actions de GESCO 1 et un revenu protégé direct de 0. De l'autre côté, on voit qu'on a GESCO 2 qui a un revenu protégé direct de 0. Et Parenco, dans GESCO 2, a un revenu protégé indirect de 0 et un revenu protégé direct de 1 000. Donc, on procède à une réorganisation papillon à une aile en faveur de GESCO 2. Donc, GESCO 2 reçoit sa quote-part proportionnelle de chacun des biens A et B. Donc, on voit que GESCO a reçu la moitié du coût indiqué des actifs de DC. Donc, le coût indiqué total de ces actifs a augmenté de 1 000 à 1 500. Du côté de GESCO 1, le PBR externe, donc incluant le revenu protégé, serait de 1 000 et le PBR interne au niveau du coût indiqué des actifs de DC serait de 500. Donc, on se retrouve dans une situation de décalage de base fiscale. Est-ce qu'on devrait appliquer la formule? Ici, la réponse est oui. Donc, par rapport à GESCO 1, le bon résultat serait de dire que DC, après la réorganisation, a perdu la moitié de sa base fiscale. Donc, il serait logique que le revenu protégé que GESCO 1 a dans DC soit réduit de la moitié. De l'autre côté, au niveau de GESCO 2, bien, le résultat serait acceptable si on dit qu'elle a reçu la moitié du revenu protégé, donc 500 $ de DC, parce qu'effectivement, elle a reçu la moitié du PBR des actifs de DC. Donc, à la fin de la réorganisation, Parenco va avoir augmenté son PBR dans GESCO 2 de 500 $ en incluant le revenu protégé. Et GESCO 2 a augmenté son PBR dans ses actifs de 500 $. Donc, la situation est équivalente à un transfert de PBR du côté de GESCO 1 à GESCO 2. Et dans ce cas-là, au moins, on n'a pas de décalage de base fiscale. Même fait, sauf que là, on est dans le contexte d'un groupe non lié. Donc, vous voyez qu'à l'origine, les deux sociétés sont contrôlées par deux actionnaires différents qui ne sont pas liés. Donc, si on passe au travers les mêmes opérations, on arrive toujours avec un décalage de base fiscale et on se pose encore la question ici, est-ce qu'on devrait utiliser la formule proposée? Bien, dans ce cas ici, étant donné qu'il s'agit d'un fractionnement véritable entre parties non liées, l'agence devrait généralement être indifférente par rapport au décalage de base fiscale. Donc, l'agence n'exigerait pas qu'il y ait une répartition dans ce cas-là, là, selon la formule proposée. Donc, en bout de ligne, on voit que le revenu protégé que Parenco a dans GESCO 2 ne devrait pas changer en conséquence du fractionnement. Mais il faut quand même réaliser qu'il y a un avantage d'un côté et un désavantage de l'autre. Mais compte tenu qu'on a un fractionnement véritable entre parties non liées, l'agence ne va pas contester là, le résultat. Le dernier exemple dont on voulait vous entretenir,
Je vois que le temps file. Je vais aller assez vite sur l'exemple, mais peut-être qu'on devrait le réorganiser puis le mettre avant la prochaine fois parce qu'il est intéressant et on applique la formule dont on vous a parlé dans ce cas-ci. Donc, GESCO 1, l'exemple porte sur un transfert de biens dans un groupe de sociétés étagées à étage. Remonter le bien, voir quelles sont les conséquences sur le revenu protégé, le prix de base rajusté. Donc, GESCO a investi 1 000 dans GESCO 2, qui a investi 1 000 dans OPCO, qui a gagné un revenu de 4 000, qui a utilisé le 5 000 pour acquérir l'actif 1 et l'actif 2, qui ont pris de la valeur, plus-value latente sur chaque actif qui se reflète dans les actions des sociétés supérieures. Si on fait des scénarios alternatifs, et là, ce ne sont pas des scénarios cumulatifs, si on avait une disposition à chaque niveau du groupe de sociétés, des actions ou des actifs, le cas échéant, qu'est-ce qui se passerait? Avec ces données-là, on aurait un gain de 7 000 à chaque niveau, en considérant que le revenu protégé est capitalisé sur les actions. Maintenant, supposons que qu'on veuille transférer l'actif 2, qu'on veuille le remonter à GESCO 2 et que pour ce faire, on utilise une nouvelle société, NewCo. Donc, l'actif 2 a une valeur de 6 000. GESCO 2 transfère des actions d'OPCO qui ont une valeur de 6 000 avec un PBR. Le PBR moyen sur les actions va suivre à 500. Et OPCO va transférer l'actif 2 avec un PBR de 2 000 à NewCo contre des actions. Il y a rachat croisé. On se retrouve comme ça. Et ensuite, on liquide NewCo dans GESCO 2. On se retrouve comme ça. Si on s'amuse à refaire les calculs qu'on avait fait un peu plus tôt, dans GESCO 1, il n'y a rien qui a changé naturellement. Et dans GESCO 2, on se rend compte qu'on aurait maintenant un gain en capital de 5 500 $ en capitalisant le revenu protégé de 4 000, auquel je n'ai pas encore touché dans mon exemple. Pourquoi est-ce qu'on vient de diminuer le gain en capital de 1 500 $? Bien, d'une part, GESCO 2 a gagné une base fiscale de 2 000 $ sur l'actif 2 et elle a perdu une base fiscale de 500 $ sur les actions d'OPCO lors de la réorganisation. Donc, le 1 500 $ se trouve là. Pour l'agence, ce serait un résultat qui serait inapproprié. Pour obtenir un résultat approprié dans ce contexte-là, deux choses. Il faudrait regarder le revenu protégé en regardant la formule dont Marc nous a parlé. Et ensuite, regarder si on doit faire un ajustement au prix de base rajusté qui est transféré d'un côté à l'autre. Commençons par le revenu protégé. Donc, avant la réorganisation, on se souviendra que le capital de 1 000 $, l'investissement de 1 000 $ et le revenu gagné de 4 000 ont contribué au coût des actifs d'OPCO, l'actif 1 et l'actif 2. Donc, quand OPCO a transféré l'actif 2 à NewCo, ce serait normal de penser qu'il y a un transfert de revenus protégés sur les actions. En appliquant la formule, c'est une règle de 3. Hein? Vous avez compris qu'on peut l'appliquer dans OPCO ou déterminer ce qui a été transféré à NewCo et le reliquat va dans l'autre société. Dans l'exemple, on choisit de calculer ce qui a été transféré sur les actions de NewCo. Et vous vous souvenez que NewCo a été liquidé, donc ensuite, c'est remonté dans GESCO 2. Ce qui a été transféré dans NewCo, la formule, le revenu protégé que j'avais sur mes actions d'OPCO avant la réorganisation, 4 000, multiplié par le coût net indiqué, dans ce cas-ci, il n'y a pas de passif, le coût net indiqué qui a été transféré à NewCo, 2 000, le coût net indiqué total des actifs avant la réorganisation qui était dans OPCO, 5 000. Donc, ça donne un revenu protégé de 1 600 qui aurait été transféré sur les actions de NewCo et qui serait remonté dans GESCO 2 lors de la liquidation. Par différence, il me reste 2 400 $ sur les actions d'OPCO. On refait le calcul. En haut, je pourrais la passer la prochaine fois, il n'y a rien qui change. Dans le milieu,
Et là, on se retrouve avec un gain de 7 100 $, qui n'est pas avantageux parce qu'à l'origine, on avait un gain de 7 000. Pourquoi est-ce qu'on a un gain de 7 100 $ dans ce cas-ci? On a gagné une base fiscale dans GESCO 2 de 2 000. On a perdu 500 $ de PBR lors de la réorganisation. Et là, on vient de dire qu'on a perdu 1 600 $ de revenus protégés. Donc, on a perdu 2 100 $ de base dans GESCO 2 sur les actions d'OPCO. On a gagné 2 000 dans l'actif 2. Il y a un manque à gagner de 100 $. Dans ce cas-ci, ce serait une situation appropriée, selon l'Agence, pour transférer asymétriquement le prix de base rajusté d'un côté à l'autre lors de la réorganisation. Il serait raisonnable de garder un PBR de 600 sur les actions d'OPCO détenues par GESCO 2 et de transférer seulement 400 de PBR à NewCo lors du transfert des actions. Et si on faisait ça, on arriverait avec un résultat identique à ce qu'on avait initialement. Et quand je dis que pour l'Agence, ce serait un résultat approprié, je vous fais remarquer que la base fiscale interne dans OPCO est de 3 000 et la base fiscale externe sur les actions d'OPCO est d'un PBR de 600 et d'un revenu protégé de 2 400 et de 3 000. Donc, il y a un appariement entre la base fiscale interne et externe. De manière générale, conceptuellement, quand il y aura un transfert d'actifs vers le haut d'un groupe de sociétés du genre, le principe qu'on devrait suivre pour maintenir l'intégration, pour obtenir un résultat approprié pour le revenu, pas pour le revenu protégé, mais de façon générale, c'est que la base fiscale sur l'actif qui est transféré à la société cessionnaire, la base fiscale qui est gagnée par la société cessionnaire, devrait être égale à la réduction de la base fiscale sur les actions de la société cédante, PBR et revenus protégés. Petite remarque, je vois qu'on a 58 secondes. Dernière remarque sur cet organigramme-là. Si on avait voulu remonter l'actif 1 à GESCO 1, l'Agence considérerait que ça se fait par étapes, que l'actif 1 remonte d'abord dans GESCO 2 et ensuite dans GESCO 1 pour faire les calculs dont je viens de vous parler. Donc, on considérait que le revenu protégé a été payé et est remonté selon le même principe. Le mot de la fin, mon cher Marc. Merci. Donc, en conclusion, l'application au niveau des nouvelles positions, ça a été confirmé après la conférence de novembre. Là, vous l'avez dans le texte. Donc, toute nouvelle position va être appliquée prospectivement au calcul de revenus protégés pour les années d'imposition commençant après le 28 novembre 2023. Puis, évidemment, il va sans dire que si vous avez des questions, bien, vous pouvez nous soumettre des demandes d'interprétation technique, des demandes de questions dans le cadre de table ronde ou finalement des demandes d'interprétation de décision anticipée. Voilà. Alors, à votre nom, je remercie Marc et Simon pour leur excellente présentation dans la langue de Molière, finalement, des nouvelles règles ou des nouvelles positions de l'ARC en ce qui concerne 55.2 et la notion de revenu protégé. Comme j'ai dit avant leur présentation, ils ne prennent pas de questions, donc je vous inviterai à les applaudir maintenant. Et